C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les réactions après la confirmation des résultats des élections en République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. Félix Tshisekedi a remporté avec plus de 73% des voix la présidentielle. Reportage à Kinshasa et interview avec Mino Bopomi, coordinateur national du mouvement citoyen Filimbi. Il est avec nous ce soir sur ce plateau. La mobilisation pour Zied El Hani en Tunisie. L'audience du journaliste emprisonné depuis le 27 décembre pour outrage au gouvernement a été suspendue. Ses avocats ont contesté le huis clos. Nous serons à Tunis dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous ferons le point sur les équipes favorites qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous irons au Sénégal où la pression monte du côté des tenants du titre, les Lions de la Teranga. La Cour constitutionnelle a donc confirmé hier les résultats des élections en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a été élu à plus de 73% des voix. Ce matin, la réaction de l'opposition n'avait pas vraiment changé. Elle demande l'annulation du scrutin. Reportage à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Un son de cloche qui marque un moment solennel. Les juges de la Cour constitutionnelle entérinent sans surprise les résultats provisoires de la commission électorale donnés quelques jours plus tôt. Proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Félix Tshisekedi obtient plus de 73% des voix, un score qui le place loin devant ses adversaires. L'opposant Moïse Katumbi arrive deuxième avec 18% des voix, suivi de Martin Fayoulou, candidat malheureux de 2018. Au siège de l'ECID, son parti, les traits sont tirés au lendemain de la proclamation des résultats. Bien avant l'annonce des résultats, le parti de Martin Fayoulou, comme toute l'opposition congolaise, avait déjà contesté la victoire du président Tshisekedi. L'opposition avait dénoncé des irrégularités massives lors des scrutins. Nous ne nous entendions en rien de cette cour parce qu'elle est politisée. La logique, c'est toujours de valider, crédibiliser les résultats de la présidentielle. Les résultats, évidemment, ici de la fraude électorale. Donc, il faut annuler ces résultats. La Cour constitutionnelle a invalidé les résultats dans 2 circonscriptions du Kwilu et du Nord-Ubangi pour fraude et corruption, insuffisant pour les opposants. Du côté de la majorité, les autorités affirment que les élections n'ont pas été parfaites mais restent crédibles. La Team Fachi en appelle au fair-play des candidats. Le discours du 31 décembre du président Félix Tshisekedi était un discours d'appel à tous à participer à l'action politique congolaise. Et je reste convaincu, j'espère, je crois que nos camarades de l'opposition vont bien saisir cet appel-là et ensemble, on va continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire pour le bien-être du peuple congolais. Félix Tshisekedi entamera un second mandat de 5 ans après prestation de serment. La cérémonie est annoncée pour le 20 janvier. Mino Bopomi, coordinateur national du mouvement citoyen Filimbi, est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, tout d'abord, la CENI a tout de même annulé les votes dans 2 circonscriptions pour 82 candidats aux élections générales pour des raisons de fraude, d'actes de vandalisme, d'intimidation d'électeurs, d'utilisation illégale de machines de vote. Quel est le message pour vous de cette annulation d'un côté et de la confirmation des résultats des présidentielles notamment par la Cour constitutionnelle ? D'abord, il faut commencer par dire que nous pensons que cet acte d'annulation des élections dans 2 circonscriptions électorales, ainsi que l'invalidation des candidatures de 82 candidats, n'est qu'en réalité une fuite d'avant de Denis Kadima et de ses complices, qui en réalité devraient répondre de la manière dont plus de 9000 machines à voter, qui représenteraient jusqu'à 5 millions de voix, se sont retrouvées entre des personnes affiliées à une famille politique. Et nous pensons que Kadima aujourd'hui veut simplement se soustraire de ceux qui questionnent sa responsabilité personnelle. Et nous pensons que ce n'est pas du tout sérieux. Mais en plus de cela, nous pensons également le fait que aujourd'hui la Cour constitutionnelle a validé ces résultats-là, alors qu'il y a quelque temps, elle venait de valider les candidatures de tous les candidats de l'opposition qui avaient postulé, n'était qu'en réalité une stratégie pour donner du crédit à cette Cour constitutionnelle qui aujourd'hui valide les résultats issus d'une fraude électorale.
Alors justement, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de la présidentielle, entre autres, sans surprise, et l'opposition continue d'appeler à l'annulation du scrutin, alors que pour cause de fraude, alors qu'elle n'a déposé, cette opposition, aucun recours. Comment peut-on lire cette stratégie? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est un président. Est-ce que ça paye d'adopter cette stratégie? Alors aujourd'hui, l'opposition politique en RDC, autant que les organisations de la société civile, dont le mouvement citoyen Filimbi, sont dans une logique de la résistance face à la fraude électorale, parce que nous l'avons dit, nous avons rappelé tant de fois que les différentes étapes qui ont conduit à cette élection du 20 au 27 décembre, dont la nomination de juge de la Cour constitutionnelle par Félix Tshisekedi en violation de la Constitution, met aujourd'hui les citoyens, l'opposition surtout, mais également la société civile dans une posture où ça servirait à rien d'aller présenter des moyens devant une cour dont les animateurs ont été nommés en violation totale de la Constitution avec pour but, avec pour finalité... Mais est-ce que ce message passe auprès de la population? Absolument, parce qu'on voit aujourd'hui comment la population, d'ailleurs qui s'était énormément mobilisée malgré ces étapes biaisées, de ces processus électoraux, qui s'étaient mobilisés par de milliers pour aller voter pour les changements. Et nous voyons comment ce peuple continue d'être déterminé au point de vouloir récupérer son impérium. Alors justement, la population s'est mobilisée pour aller voter, on l'a vu sur le terrain. Mais comment l'opposition va-t-elle parvenir à mobiliser justement pour continuer à contester ces résultats? Alors aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Il y a heureusement d'ailleurs après l'étape de Pretoria, aujourd'hui grâce à l'initiative de la société civile, les opposants ont pu finalement se mettre d'accord. Il y a 2 communiqués qu'ils ont signés ensemble conjointement parce que tout le monde s'inscrit aujourd'hui dans la logique de la résistance, de la sensibilisation pour descendre dans la rue avec cette population qui a soif du changement afin de récupérer son impérium. Et vous, en tant que membre de la société civile, quel est votre rôle pour mobiliser et continuer à mobiliser la population? Notre rôle est celui de la sensibilisation. Nous continuons de sensibiliser la population et surtout nous continuons de rappeler que la date du 20 janvier 2024 pour nous en réalité est le début de la résistance. C'est la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Pour nous, cette date représente le début de la résistance, de la mobilisation afin d'obtenir l'annulation de ces simulacres d'élections, mais surtout l'arrestation de Denis Kadima qui a dilapidé plus d'1 milliard de dollars du trésor public en nous offrant cette catastrophe qu'il appelle aujourd'hui élection. D'ailleurs, nous l'avons invité au Journal de l'Afrique et nous attendons qu'il puisse venir s'exprimer lui aussi, Denis Kadima. La situation sécuritaire dans le pays inquiète beaucoup, notamment depuis la création de la plateforme politico-militaire incluant le M23 par l'ancien patron de la CENI, Corneille Nangaa. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? On a vu que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a justement souligné son inquiétude par rapport aux violences, notamment ethniques, dans certaines régions, le Kasaï, le Haut-Katanga, etc., et a cité justement la création de cette plateforme. Absolument, nous partageons cette inquiétude et plus loin nous disons que Corneille Nangaa est bénéficiaire de l'impunité qui caractérise aujourd'hui le système de gouvernance au Congo, impunité dont Kadima est en train de bénéficier aujourd'hui, chose qui a emmené aujourd'hui Corneille Nangaa à aller prendre les armes contre la République. Cet acte que nous condamnons énormément, mais au même moment, nous en appelons à la responsabilité des acteurs politiques, des responsables politiques et des responsables non politiques, dans le sens de dire aujourd'hui, plus que jamais, le Congo est menacé de partout, que ce soit à l'est, à l'ouest, au centre même du pays. Vous avez vu les images assez choquantes qui s'est passées au Kasaï. Donc il en va de la responsabilité de tout Congolais, de s'assurer de porter un message d'apaisement, surtout un message qui s'éloigne tout appel aux actes tribaux, au repli identitaire, parce que nous avons un pays à reconstruire, nous avons un pays qui aujourd'hui est en proie à des violences, et également surtout avec des manipulations venant des pays étrangers, comme en l'occurrence le Rwanda. Donc il en va de la responsabilité de tout un chacun de nous de s'assurer que les discours que nous tenons sur la place publique soient au minimum respectueux de la démocratie et également surtout de la diversité que le Congo a aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que le Congo, ça fait 450 tribus. Merci beaucoup Mino Bopomi, coordinateur national du mouvement citoyen Filimbi. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu répondre à nos questions.
On part à présent au Sénégal et on continue de vous parler de l'étape des parrainages incontournables pour présenter un dossier de candidature à la présidentielle du 25 février prochain. 21 dossiers ont été validés par le Conseil constitutionnel sur les 93 déposés. On a donc déjà une idée des potentiels compétiteurs qui se rapprochent donc de la ligne de départ. Qui est écarté? On fait le point avec Sarah Sako, notre correspondante à Dakar. C'est désormais terminé pour l'opération de contrôle des parrainages. Parmi ceux qui ont été admis au second tour, c'est-à-dire qui ont réussi à régulariser leur parrainage en doublon, Idrissa Seck, deuxième homme de la dernière présidentielle, ou encore Bassirou Diomaye Faye, considéré comme le plan B de l'opposant Ousmane Sonko. Ils rejoignent ceux dont les parrainages avaient été validés dès le premier tour, à savoir Amadou Ba, candidat de la coalition présidentielle, Khalifa Sall, l'ancien maire de la capitale Dakar, ou encore Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Parmi les recalés, et cette fois c'est définitif, Aminata Touré, ancienne proche de Macky Sall passée dans le camp de l'opposition, ou encore l'avocat Maître El Hadj Diouf, allié du camp présidentiel. L'opposant Ousmane Sonko, lui, avait vu son dossier passer à la trappe par le Conseil constitutionnel qu'il a jugé incomplet. Il a déposé un recours. Le Conseil constitutionnel qui a désormais jusqu'au 20 janvier pour examiner les autres pièces des dossiers de candidature et publier une liste définitive de ceux qui participeront au scrutin du 25 février prochain. En Tunisie, près d'une cinquantaine de journalistes se sont mobilisés pour leur confrère Ziad El-Hani, emprisonné depuis le 28 décembre pour outrage au gouvernement. Son procès s'est tenu ce mercredi. L'audience a été suspendue au cours de la journée. Les avocats du journaliste ont contesté le fait qu'elle se déroule à huis clos. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili étaient sur place. Écoutez. Il est très connu pour son franc-parler sur le plan politique en Tunisie, mais aussi son militantisme depuis des années, et notamment sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Aujourd'hui, l'ensemble de la profession qui s'est réunie devant le tribunal de première instance à Tunis dénonce la réaction disproportionnée de la justice par rapport aux mots qu'a utilisé Ziad El-Hani pour parler de la ministre du Commerce. Cette affaire, elle est préoccupante parce qu'il y a une vraie disproportion entre le traitement judiciaire et les faits incriminés. Ziad El-Hani, dans l'émission matinale à laquelle je participe, a utilisé un terme qu'on peut qualifier de négatif à propos d'une ministre, mais dans lequel il n'y avait aucune allusion ni sexuelle, ni discriminatoire. Il jugeait le travail politique d'une ministre. C'est inexplicable et c'est absurde qu'on fasse appliquer des lois qui date depuis de l'ère de Ben Ali au niveau du 13e anniversaire de la révolution tunisienne, alors que le discours officiel de l'État tunisien met en valeur les valeurs de la révolution. Et quand on dit valeurs de la révolution, on dit liberté, travail et dignité. Aujourd'hui, il y a une certaine offensive de l'appareil judiciaire sur la liberté d'expression. Donc il y a vraiment un harcèlement, étant donné que c'est une voix qui est restée libre, qui est contre ce qui se passe là maintenant en Tunisie, contre la dictature. Ziad El-Hani encourt jusqu'à 2 ans de prison pour outrage au gouvernement. Donc dans ce contexte de restriction de la liberté d'expression, ni le gouvernement ni le ministère de la Justice n'ont pris publiquement position ou n'ont parlé avec la presse de cette affaire. Et on vous parle de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir. Vous le savez, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e édition de cette compétition. La compétition qui va opposer les 24 meilleures équipes du continent. Et le match d'ouverture et la finale auront lieu au stade Alassane Ouattara des Bimpe à Abidjan. Nabia Marloufi fait le tour des équipes les plus en vue en ce moment. Renforcement musculaire et exercice cardio avant de regagner le terrain. Les séances d'entraînement sont intenses pour les éléphants. Les 27 joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire auront cœur à briller tout au long de cette CAN à domicile. Et ils ne sont pas les seuls à vouloir la décrocher, cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas voient grand pour cette édition. Ultra favoris depuis leur parcours en Coupe du Monde, les Marocains s'étaient hissés en demi-finale. Notre objectif est clair, on veut rendre notre pays fier.
On n'est pas là juste pour nous, mais pour tout le Maroc. Ça va être quelque chose de spécial comme la Coupe du Monde, mais en mieux encore. Eux espèrent rendre fier le Sénégal, comme en 2022. Cette année-là, le retour des Lions de la Teranga avait été triomphal. Tenant du titre, les hommes d'Aliou Cissé espèrent bien rester champions d'Afrique. Avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, les joueurs ont offert au président Macky Sall un maillot dédicacé. Il leur a remis symboliquement le drapeau national. On ira là-bas, on fera tout notre possible pour pouvoir conserver le titre, et ce qui est le rêve de tout un chacun ici au Sénégal. Finalistes malheureux de la dernière édition, les pharaons d'Égypte espèrent accrocher une 8e étoile à leur maillot. À leur arrivée en Côte d'Ivoire, Mohamed Salah a en tout cas le sourire. Vainqueur en 2019, les Fennecs algériens avaient connu en 2022 une terrible désillusion, éliminés dès la phase de poule par la Côte d'Ivoire. En cette nouvelle édition, tous les espoirs sont permis. Coup d'envoi de la compétition ce samedi au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. L'info continue sur France 24.